Bonjour tout le monde. C'est avec plaisir que je vous accueille au nom du président François Weil pour votre colloque consacré à la délibération. François devait être là où je suis, mais des questions liées au bouclage de l'IDEX et puis un emploi du temps de fin d'année universitaire surchargé, notamment à cause des élections, ont fait qu'il n'a pas pu être là. Donc je le remplace et je suis vraiment très très heureux que ce colloque ait lieu ici, à l'École des hautes études en sciences sociales. Nous attachons beaucoup d'intérêt au développement de la science politique et des études politiques à l'école, et le fait que ce colloque réunisse autant de partenaires différents qui ont réussi à travailler ensemble est très très important pour nous. Je pense que une des fonctions importantes des sciences sociales, c'est d'être une sorte de sismographe pour les transformations qui ont lieu dans la société, d'accompagner ces transformations avec la distance nécessaire, mais aussi avec, je dirais, l'observation participante qui est nécessaire pour qu'on puisse réellement les saisir dans leur développement. Et le développement des procédures de délibération ou de participation délibérative à tous les niveaux de la société est sans doute un indice d'une transformation profonde qui est en train d'avoir lieu dans les structures démocratiques, et je crois qu'il est très heureux que les sciences sociales s'en saisissent et essayent à la fois de les décrire déjà, de les comprendre, d'essayer de voir quelles sont leurs potentialités et leurs limites éventuelles, et donc voilà, de les accompagner. Donc je vous souhaite encore une fois la bienvenue au nom de l'École des hautes études en sciences sociales, et je vous souhaite des travaux très fructueux et beaucoup de débats. Merci. Merci beaucoup. Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Alors je vais présenter en quelques mots les intentions qui étaient les nôtres et la genèse du colloque et quelques-uns des choix, et Philippe Urfalino complétera sur la partie un peu plus substantielle. Alors, c'est un colloque dont l'idée a germé il y a 2 ans sur un coin de table. Bernard Manin et moi avons pensé qu'il était absolument important qu'il y ait quelque chose sur la démocratie délibérative en France en partant d'un double constat. Le constat est qu'il y avait eu un tournant délibératif depuis 20 ans dans la pensée politique internationale, et l'autre constat, c'est que ce tournant n'avait pas du tout touché la France. Peu de travaux, peu de références, peu d'influence des auteurs de cette mouvance, de ce que certains appellent un paradigme ou un courant théorique relativement fécond. Alors depuis, les choses ont un peu changé depuis 2 ans, et je pense à la parution très récente de 2 ouvrages que vous trouverez sur les tables, 2 recueils de textes qui me paraissent accompagner de manière très efficace ce colloque. C'est le recueil de textes dirigé par Charles Girard et Alice Le Goff sur la démocratie délibérative, qui est paru à la fin de l'année dernière et qui regroupe un certain nombre de textes historiques qui ont finalement marqué cette histoire de la notion de démocratie délibérative et cette réhabilitation de l'idée de délibération dans la pensée démocratique. Et l'autre ouvrage, alors là paraît ces jours-ci, mais il n'est pas encore sur la table, je crois, c'est le numéro de Raison politique. Vous avez réussi le tour de force de faire en sorte que ce numéro soit disponible. C'est un numéro de la revue Raison politique, dirigé par Yves Saint-Omer et Julien Talpin, qui porte là sur des textes un peu plus récents, notamment un texte... tous les textes sont intéressants, je ne veux pas faire de discrimination. Un texte de Jane Mansbridge qui est un texte collectif qui a marqué les derniers débats sur la démocratie délibérative. Alors 3 intentions ont présidé à ce colloque, me semble-t-il. D'abord, dresser un bilan critique de ce tournant délibératif, c'est-à-dire essayer finalement de faire le point sur l'état des controverses,
des débats liés à ce tournant et à ce paradigme délibératif. Deuxième élément, c'est vraiment l'intention principale, c'est d'introduire, de mettre sur l'agenda cette notion dans le débat intellectuel français, quelque chose qui nous paraissait manquer absolument. Et troisième élément, c'est susciter des travaux francophones sur cette question. Alors, quand je dis français, j'insiste lourdement sur le mot français parce que au Québec, alors Dominique Lédé est là, ou en Belgique, il y a des travaux sur la démocratie délibérative, et donc c'est un colloque à destination des francophones, mais surtout à destination du public français. Un collectif s'est mis en place, et je veux citer tout le monde. C'est un collectif qui a vraiment travaillé de manière collective, c'est-à-dire qui a œuvré à la conception, à la définition du colloque, et qui a comme particularité de mêler des juniors et des seniors. Alors ce collectif est composé de Bernard Manin, de Charles Girard, de Stéphane Habert, de Florence Hegel, d'Alice Le Goff, d'Yves Saint-Omer, de Julien Talpin, de Philippe Urfalino, et aussi et même surtout de Samuel Hayat, qui a joué la cheville ouvrière et que je souhaite remercier tout spécialement. C'est-à-dire, si le colloque s'est déroulé tel qu'il va se dérouler, c'est en partie grâce à lui. Et nous avons reçu le soutien de l'AFSP et du GIS, Démocratie et Participation. Alors sur l'organisation du colloque, proprement dit, je ne serai pas beaucoup plus long, nous avons longtemps hésité dans nos discussions entre la formule colloque, ouverte, avec plusieurs sessions, et la formule atelier. Certains étaient tout à fait pour la formule atelier ou workshop intense, en petits groupes, avec des discussions très longues, des papiers. Et finalement, nous avons opté pour la formule séminaire, pour la formule colloque, tout en gardant un petit côté séminaire. Ce qui fait que, vous allez le voir, il y a deux caractéristiques. Nous avons des séances très longues, qui vont durer très tard. Je pense notamment à celle de cet après-midi, qui est censé se finir à 19h30. Donc, nous comptons sur vous, nous comptons sur votre qualité d'attention et sur votre envie de discuter pour rester ce soir jusqu'à 19h30. Même chose pour demain. Il y aura effectivement des plages de discussion très, très importantes. Et puis, nous avons fait en sorte, en invitant un certain nombre d'auteurs majeurs de ce courant de la démocratie délibérative, Jane Mansbridge, Ion Elster, Bernard Manin, Marc Warren, nous avons voulu leur donner du temps pour exposer des recherches ou des réflexions récentes, et du temps pour la discussion. Ce qui fait que les plénières nous laisseront la possibilité de discuter très, très longuement. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'espère que nous réussirons finalement à remplir les objectifs que nous nous sommes donnés. Je vais laisser la parole à Philippe Urfalino, qui va entrer un peu dans la substance de nos réflexions et présenter le colloque. Merci Loïc. Je suis très heureux d'ouvrir avec mes collègues ici présents ce colloque international sur le tournant délibératif, et tout particulièrement en tant que directeur du Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron, qui est l'un des centres, mais il y en a d'autres qui ont contribué à l'organisation de ce colloque, centre dédié à l'articulation entre philosophie et sciences sociales, et notamment entre philosophie politique et sciences politiques. Or, s'il est un thème de recherche qui, depuis un peu plus de 20 ans, a contribué au dialogue entre philosophie et sciences politiques, et même entre philosophie politique normative et sciences politiques, disons, positives, c'est bien celui de la démocratie délibérative. Ce thème a d'abord paru relever davantage de la théorie et de la philosophie politique à partir d'une question simple: comment l'exigence délibérative peut-elle faire en sorte que la démocratie soit plus proche de ses idéaux? Il est remarquable que cette question ne soit pas restée une question de philosophie politique normative, rencontrant des préoccupations présentes dans d'autres disciplines. Et hors du monde académique, l'élaboration de cette question a eu d'abord des prolongements pratiques, avec l'invention, la diffusion, l'expérimentation de dispositifs délibératifs un peu partout. Elle a entraîné ensuite la formation spontanée de multiples programmes de recherche empirique. La délibération, jusque-là négligée en tant que phénomène positif, est devenue un objet d'enquête et d'interrogation
pour de nombreuses disciplines de sciences sociales, de l'histoire à la psychologie sociale, en passant par la sociologie et l'anthropologie. Et une partie de ces disciplines, je crois, sont représentées dans les différentes tables rondes de ce colloque. C'est d'abord cet aspect contagieux du thème délibératif qui appelle l'expression tournant délibératif. Mais c'est aussi, et de manière plus significative, son aspect radical qui permet de parler de tournant. L'interrogation sur la place, sur les conditions et les conséquences de la délibération amène à considérer les racines des valeurs démocratiques et les concepts de base des théories que nous utilisons pour saisir ce qu'est la démocratie. En cela, le thème délibératif est resté fidèle à son impétus initial. Il apparaît en effet d'abord comme une réaction et une critique d'un état de la démocratie et d'un état des théories dominantes à la fin des années 1980. Fidèles à l'esprit de leur lancement, les travaux sur la démocratie délibérative ont cependant beaucoup infléchi les conceptions initiales de la délibération et de son articulation avec la démocratie, tant sur le plan normatif que sur le plan positif. Clairement lié à son début à la critique d'une conception trop agrégative et procédurale de la démocratie, le thème de la démocratie délibérative a tendu, lors de sa première décennie, à exacerber la portée de certaines distinctions. On a d'abord trop opposé, sans doute, délibération et agrégation ou vote, qui ne sont pas exclusifs. On a trop associé délibération et consensus, et sans doute trop mis entre parenthèses l'horizon de la décision. Mais la force de ce mouvement protéiforme de pensée a été de constamment reformuler les distinctions conceptuelles qui permettent de penser et de repérer le phénomène délibératif. Enfin, l'idée d'un tournant attrape bien le caractère anonyme ou sans tête, ou à plusieurs têtes plus exactement, de ce mouvement. Il fut inspiré par certains grands auteurs que tout le monde connaît, qui restent des références, mais il n'est réductible à aucun penseur, à aucune école ou ligne de pensée. Des disciplines, des courants et des auteurs très différents ont pu et peuvent toujours s'en saisir et le faire évoluer. Contagieux, donc, radical, évolutif, anonyme ou à plusieurs têtes, tels sont les aspects que l'on peut prêter à ce mouvement de pensée, désigné par l'expression tournant délibératif. Ces aspects participent de son dynamisme et expliquent peut-être pourquoi il est encore aujourd'hui porteur d'interrogations et d'inflexions fécondes. Interrogations et inflexions que nous verrons sans doute à l'œuvre au cours de ce colloque et dont va nous parler maintenant Bernard Manin. Il me semble que c'est une caractéristique de l'accent mis sur la délibération dans la démocratie que d'être une perspective qui n'a pas encore épuisé son potentiel créateur. Et ceci peut se voir, me semble, en d'autres termes, on pourrait dire, c'est toujours un chantier. On peut discerner des lignes de force, de choses qui restent à faire, qui pourraient être faites, et sans prétendre d'aucune façon être exhaustif, c'est ce point que je voudrais souligner. C'est aussi un des objectifs de ce colloque, d'ailleurs, de susciter des vocations de travail sur ces objets qui restent à parcourir ou à étudier. Dans son début, l'idéal délibératif a été immédiatement critiqué comme excessivement rationaliste, fondé sur, focalisé sur des arguments à l'exclusion d'autres formes de communication moins rationnelles ou peut-être en partie rationnelles seulement. Ces effets ont été aussi analysés comme exclusifs à l'égard à la fois de certaines catégories de personnes et donc d'un certain type de discours. La réintégration dans la perspective délibérative de formes de communication prenant en compte les émotions, par l'intermédiaire de l'étude de la rhétorique tout particulièrement, ne fait, me semble-t-il, que commencer. Nous en discuterons certainement, mais il y a là un chantier, et un chantier qui n'a pas encore livré tout ce qu'il pourrait nous livrer, même si les choses sont assez complexes à étudier.
Un deuxième chantier peut être lié au précédent, mais qui me paraît comme une bizarrerie. Nous savons finalement très peu de choses, me semble-t-il, sur l'histoire de la pensée de la délibération ou même l'histoire des pratiques délibératives. Alors que dans ce pays, nous sommes des spécialistes de l'histoire des idées et nous en faisons, si j'ose dire, jusqu'à satiété, bizarrement, la pensée de la délibération, la théorie de la délibération que, bien entendu, les penseurs du XXIe ou du XXe siècle n'ont pas inventé, la délibération des citoyens, la délibération comme pratique des gouvernements populaires, antédate et de longtemps ce souci. Or, nous n'avons pas d'études détaillées, ni même très nombreuses, sur cet objet. Un troisième chantier, simplement qui illustre cette idée que la démocratie délibérative est toujours un chantier ouvert et n'a pas épuisé son potentiel créateur, et l'intersection avec la psychologie sociale, la psychologie expérimentale, domaine en croissance, domaine fécond tout particulièrement pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la délibération, mais qui tiennent au développement des autres sciences sociales. Les mécanismes de délibération, de discussion et de prise de décision se prêtent particulièrement bien à ce genre d'analyse. Ils sont une source de résultats. Il y a là aussi un chantier qui commence d'être exploré, mais qui ne l'a pas encore été. Et une dernière direction dont il me semble qu'elle ne fait que commencer d'être explorée sont les rapports entre la représentation, la participation et la délibération. Pour le dire simplement, et certainement nous en rediscuterons aussi bien Mark Warren peut-être que Jenny d'une autre manière, rediscuterons du point de savoir s'il faut envisager ces dispositifs délibératifs que nous avons vus en pratique s'installer et se multiplier comme des formes de participation ou comme des formes de représentation. Et il y a là une interrogation qui a une série de conséquences sur la façon de les placer dans le fonctionnement de la démocratie et aussi sur les valeurs que nous leur accordons. Bon, ceci ne sont que de quelques indications. Je n'ai certainement pas, d'ailleurs ce serait un propos pragmatiquement contradictoire, dire que le chantier est toujours ouvert, mais que néanmoins en voici les limites. Non, je ne connais pas les limites du chantier, mais il me paraît un point avéré que cette manière d'envisager la décision collective et la décision démocratique n'a pas encore livré tout son potentiel. Nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. On va commencer peut-être la première session. Jane Mansbridge va présenter sa conférence qui sera discutée par Florence Hegel qui va venir nous remplacer et le tout sera introduit et présidé par Bernard Manin.